bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Bercy met la data dans tous ses états, organisé par Data Scientist et animé par le ministère de l'économie et des finances et de la relance. Je me présente, Yoel Torjman, je suis CEO de Data Scientist et je serai votre animateur durant ce webinaire. Alors concrètement, c'est dans le cadre de la mise en place de la communauté des Data Boss que j'annonce officiellement le premier webinaire d'une longue série d'interventions, les plus intéressantes les unes que les autres. Alors, notre communauté compte aujourd'hui plus de 160 Chief Data Officers, Head of Data, Lead Data Scientists. Et l'enjeu de cette communauté est simple. Il s'agit de réunir les plus hauts responsables data des grandes entreprises et des grandes institutions pour parler des nouveaux enjeux et défis data à relever et réfléchir à des stratégies à mettre en place, notamment au travers de ces webinaires. Concrètement, dans le cadre de ce webinaire, j'en profite dès maintenant pour remercier vivement Stéphane Trenel, ainsi que Marie-Molle Delgado, Julie Nguyen et Elodie Kezel, de nous avoir fait l'honneur de nous accorder du temps pour intervenir durant ce webinaire. Un webinaire qui s'annonce captivant puisqu'ils vont nous parler plus en détail de leur rôle au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance, de la DGE et des douanes et de la data au sein de ces grandes institutions au travers d'exemples concrets. Alors, je laisse sans plus attendre la parole à Stéphane Trenel. Alors, Stéphane, une petite question pour toi. Pourrais-tu nous parler de ta fonction d'administrateur des données au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance? Alors, Stéphane, alors si tu pourrais cliquer sur monter sur scène, c'est parti. Bonjour. Bonjour. J'ai cliqué, hein. C'est bon? Vous me voyez? Alors, pour l'instant, on ne t'entend pas. Non, ça va, c'est bon. Ok, c'est bon. En tout cas, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. On dit, je vois des oui dans le chat, donc tout va bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais juste partager la fenêtre et comme ça, vous aurez le support. Donc, merci aux équipes de Data Scientist de nous avoir proposé d'intervenir dans le cadre de ce forum. Donc très rapidement, effectivement, on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter les différentes activités qu'on mène autour de la data au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc je suis pas seul, hein, puisque je pense que c'est important de montrer à quel point le ministère utilise la donnée dans le cadre de ses missions et de sa action publique. Je serai accompagné de Marie-Molle Delgado, qui est chef de projet 3D à la douane, qui interviendra et qui nous expliquera effectivement ce projet. Ensuite, on aura Julie Nguyen, hein, qui est juste à côté de moi, qui est chef de projet en data science à la Direction générale des entreprises. Et enfin, nous aurons Elodie Kezel, qui est chef de produit du produit Signaux Faibles, et qui nous présentera ce que c'est que cette start-up, cet objet nouveau qui s'inscrit en fait dans les évolutions aussi de l'action au sein du ministère. Alors, sans plus attendre, effectivement, donc moi je suis le Chief Data Officer du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc l'administrateur des ministériels des données, juste pour ceux qui ne connaissent pas très bien, donc vous savez, au sein de l'État, il y a tout un réseau d'administrateurs des données qui s'est mis en place il y a quelques années autour d'un administrateur général des données. Donc globalement aujourd'hui dans ce réseau tous les grands ministères et parfois aussi les plus petits sont représentés et dans ce cadre-là nous animons toute la dynamique autour des données dans le périmètre qui nous concerne. Alors on a une conviction au ministère de l'économie, des finances et de la relance, c'est que globalement on sait qu'on doit avoir une transformation de nos métiers, une transformation aussi du pilotage de nos politiques publiques et pour y arriver on considère qu'on a beaucoup de leviers, mais globalement, on en a deux qui nous préoccupent particulièrement. Le premier levier, c'est celui des données. Et donc, comment on peut utiliser les données pour lutter contre la fraude, pour aider les entreprises, pour aider également les consommateurs. Et ensuite, on a également tous les outils numériques qui peuvent être aussi utilisés comme levier à cette transformation. On parle beaucoup, alors c'est en lien évidemment avec la donnée, mais on parle beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle,
on va le voir aussi au sein du ministère, des solutions qui sont fortement installées maintenant dans les différentes missions. Alors moi, en tant qu'administrateur des données au sein du ministère, moi j'ai surtout un rôle de coordination et je vais dire d'inspiration, de motivation pour faire en sorte que toutes les directions puissent intégrer dans leur gène, dans leur manière de travailler la donnée. Et donc pour ce faire, on travaille autour de 3 axes. Le premier, c'est un axe lié à la culture. Alors c'est là, on a mis une petite photo de foule hein, pour globalement faire comprendre. Bon, on n'a pas mis les masques, évidemment, mais c'est un sujet important. C'est de comment on arrive à culturer l'ensemble des agents publics, et donc les agents du ministère, aux travaux de la donnée. Et donc, autour de cet axe culture, on organise un certain nombre d'événements, alors comme celui-ci, mais on va dire au sein du ministère. Donc, on fait des conférences débats sur la donnée, sur les nouvelles technologies, sur la blockchain, l'intelligence artificielle, les data science, pour essayer d'inspirer, montrer aussi des projets qui fonctionnent, qui ont été menés au sein de l'administration, mais également au-delà, et notamment dans le secteur privé. On organise également des espèces d'expéditions pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de l'écosystème. Donc voilà, premier axe, la culture. Deuxième, c'est l'architecture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler la donnée sans avoir un certain nombre d'éléments structurants qui la gouvernent. Donc, il y a forcément de la gouvernance de la donnée, il y a également aussi des architectures techniques hein, qui soutiennent les différents travaux que l'on souhaite mener. Il y a également autour de l'architecture les sujets de qualité, de documentation. Donc, finalement, l'architecture, c'est un petit peu le cœur du réacteur, si vous préférez, des travaux que nous menons. Et enfin, dernier axe qui est non pas le moindre, c'est tout ce qui concerne la valorisation des données. C'est quels usages on peut en faire. Aujourd'hui, on dit oui, la donnée, il faut faire des projets données, il faut faire des projets sur l'intelligence artificielle. Oui, mais pour faire quoi? Et ça, cette question, pour nous, elle est essentielle. Et il faut que systématiquement, on ait un impact métier. On ne fait pas un projet data pour un projet data. On ne fait pas un projet d'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. On fait un projet parce que derrière, on veut transformer quelque chose. On veut transformer la manière de travailler. On veut prendre les bonnes décisions. On veut détecter la fraude de manière plus rapide, plus automatique. Et c'est là où, effectivement, on va utiliser les données, où on va utiliser les solutions techniques. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que évidemment, c'est pas l'administrateur ministériel des données tout seul. Alors même, je suis pas tout seul. Hein, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 autres collègues. Mais moi, je travaille dans une petite équipe. Hein, donc, je suis avec 3 autres agents. Donc, évidemment, à 4, ça peut être compliqué d'arriver à faire bouger l'ensemble des directions de Bercy. On est à peu près 140 000. C'est pas 4 personnes qui vont y arriver tout seul. Et donc, on travaille en communauté. C'est-à-dire qu'on va finalement connecter les agents, les faiseurs, les chefs de projet, les chefs de produits qui travaillent au sein du ministère pour les aider à mener leur travail, leur projet. Et c'est là où l'intérêt est important, c'est comment je peux faire en sorte que un chef de projet qui a déjà travaillé sur la donnée puisse aider finalement un autre chef de projet qui peut-être rencontre les mêmes difficultés ou peut-être a les mêmes besoins. Et donc, on s'est rendu compte que globalement, les chefs de projet étaient souvent des acteurs, des agents publics assez isolés et qui ne connaissaient pas, évidemment, forcément tout le magma au sein de Bercy. Et donc voilà, donc nous, un peu notre ambition, c'est d'arriver, si on reprend un slogan publicitaire, mais à connecter les gens pour qu'ils puissent mieux travailler au sein de l'administration. Alors, globalement, donc, on a au sein de Bercy donc c'est cette communauté qu'on essaye de structurer de plus en plus. On a dans cet esprit communautaire, on a là c'est quelques exemples mis en place un certain nombre de travaux. Donc on a mis en place, on a créé un incubateur de services numériques, donc un incubateur qui va permettre de développer les startups d'État au sein du ministère. Et donc, on aide les directions de métier du ministère à prototyper, à tester
la création de nouveaux services numériques en leur apportant les compétences utiles, notamment par exemple des compétences de data science, qui restent encore dans l'administration des compétences relativement rares. On mène également des formations, on essaye d'accompagner, d'apporter de l'expertise autour des données de la data science. J'ai évoqué effectivement le fait que ce soit des compétences rares. Aujourd'hui, si chaque direction recrute 2, 3, 4, 5 data scientists, c'est bien. Ça n'empêche qu'ils ont besoin de travailler aussi ensemble. Et donc, tous ensemble, ça peut permettre d'avoir à la fois la même culture de projet. Ça permet aussi de faciliter les travaux qui sont à mener. Le troisième point, c'est de mettre en place des outils communs. On sait que autour de la donnée, on parle souvent de data lake, de lac de données. On sait que c'est des technologies qui sont un peu complexes à mettre en place, et bien qu'aujourd'hui, on voit bien que globalement, c'est assez mature et que ça reste quand même un sujet à la mode. En revanche, voilà, ce qu'on souhaite, c'est que chaque direction ne puisse pas se lancer toute seule dans un data lake, mais d'y aller ensemble également. Et donc, le fait de mettre à disposition des outils qui vont leur permettre de mettre en place leur propre data lake. On a la même chose aussi avec le cloud. Au sein du ministère, on a mis en place un cloud interne qui permet à des directions de pouvoir, en quelques clics, disposer d'une machine pour créer un service public, l'exposer et créer des usages autour de tout ça. Et le quatrième point peut-être dans l'esprit communautaire, c'est évidemment, on parle beaucoup de données, c'est le fait de permettre les échanges de données entre les directions du ministère et également avec les autres administrations. Et là, on voit qu'il y a beaucoup à faire. C'est un sujet qui est pour nous très important, très structurant. Et on a mis en place, donc ça ne se voit pas bien encore, hein, mais voilà, ça sort de terre, une espèce de chambre d'enregistrement qui permet à chaque direction et à chaque administration de pouvoir nous solliciter pour demander des accès aux données. Et donc, les premiers résultats, on les aura d'ici à la fin de l'année, mais globalement, les premiers cas que nous traitons sont plutôt positifs. Alors, le temps s'écoule toujours très vite. Un point également sur ce que nous menons à Bercy. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée pendant le confinement. On s'est rendu compte que beaucoup d'agents publics, finalement, pendant le début du confinement, ont été forcément pouvaient avoir ou des difficultés de pouvoir télétravailler, ou n'avaient pas les moyens de télétravailler parce qu'ils n'avaient pas de PC, ou n'avaient pas forcément d'autorisation pour pouvoir de faire leur travail à distance. Et on s'est dit, et c'était peut-être le bon moment pour accompagner un certain nombre d'agents publics pour les soutenir dans le traitement des données. Aujourd'hui, on constate que c'est un métier qui est d'avenir, qui manque beaucoup d'agents publics qui devraient être en capacité de pouvoir traiter les données. Et on est parti de l'idée de qu'est-ce qui leur manque pour y arriver. Et globalement, il y a des formations, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des solutions de mentorat, donc tout ça existe. En revanche, des agents qui veulent débuter dans le traitement des données, parfois ils sont un petit peu dans le labyrinthe de la formation. On leur propose une offre pléthorique de sessions. Il suffit, pour s'en convaincre, d'aller voir les catalogues de formation qui sont disponibles à l'administration. Et très vite se pose la question de quelle formation je dois faire pour finalement me former au traitement des données. Je ne parle pas forcément de data scientist, tout le monde n'a pas vocation à devenir data scientist, mais comment je... Ok, très bien. Non, mais ce que je voulais juste ajouter, effectivement, c'est qu'on a été fortement accompagné par les équipes de data scientists pendant cette période, et on souhaite effectivement aller beaucoup plus loin sur ce qui a déjà été fait. On va lancer tout un accompagnement autour de formation pour aider les agents publics sur le développement de leurs compétences autour de la data, autour de la donnée. Et pour nous, ça va être assez fondamental. Et on va organiser aussi des masterclass, donc toujours dans cet esprit communautaire. Et donc voilà, pour nous, ça reste un levier essentiel de pouvoir accompagner au mieux tous nos agents publics pour développer leurs compétences. On pense que c'est la question centrale pour mener à bien tous ces projets.
Et donc, merci. Donc, du coup, sans déborder, voilà, je laisse la parole à Marie pour qu'elle puisse présenter le projet 3D. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Et puis derrière, quels sont les enjeux? Puisqu'on sait que c'est, encore une fois, c'est pas la donnée pour la donnée, mais la donnée pour la transformation des métiers de la douane. Effectivement. Et merci beaucoup, du coup, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre intervention. Et d'ailleurs, pour votre témoignage, justement, concernant le Notation Test. Du coup, Marie, je vous laisse la parole et puis bon courage. Ok, merci. Merci Stéphane. Donc 3D, c'est développement de la donnée en douane. C'est avant tout un projet de transformation. Je vais peut-être quand même d'abord préciser que je suis chef de projet 3D et que je travaille dans un service qui est directement rattaché à la directrice générale des douanes, qui est un service qui est en charge de la stratégie, de l'innovation et du digital. Donc directement, le projet 3D, il est véritablement positionné au cœur des enjeux stratégiques de la douane et au cœur des transformations métiers. Donc, simplement, le projet, c'est un projet de transformation par la donnée. Ce qui est important d'avoir en tête, sans doute, c'est que c'est un projet qui bénéficie d'un financement de la part de la Direction interministérielle de la transformation publique, de la part du Fonds de transformation de l'action publique. Donc, de toute manière, son ADN, comme le disait Stéphane, c'est bien entendu d'avoir, non pas pour faire de la donnée pour la donnée, mais véritablement d'être dans une logique de transformation. Le projet, il est assez large, il embarque des dynamiques qui sont relativement multiples. J'ai décidé aujourd'hui d'être relativement pratique, hein, et pour vous présenter en quoi, sur certains domaines, en fait, sur certains secteurs d'activité, on peut arriver à accélérer les transformations de la douane. Aujourd'hui, le projet, il repose d'abord sur une infrastructure technique qui est quelque chose qui demande énormément d'énergie, d'investissement, qui est notre data lake, qui est développé déjà depuis quelques années, mais à qui on donne une importance un peu plus grande, en tout cas qui constitue le socle, je dirais, du projet, puisque c'est la condition sine qua non pour permettre le développement de ces cas d'usage sur lesquels je vais revenir quelques instants. L'idée du projet, c'est de trouver, après avoir fait des remontées d'idées sur le terrain aux quatre coins de France avec les douaniers de différents services, d'identifier des secteurs pour lesquels on a un patrimoine de données, on a connaissance d'enjeux, de besoins de transfo, d'accélération, de modernisation, et qu'on souhaite accélérer cette transformation en utilisant ce patrimoine de données. Donc, la méthodologie du projet 3D, c'est je fais émerger ces besoins et puis j'en fais des cas d'usage, c'est-à-dire en quelques mois, avec des équipes agiles, on crée des prototypes avec l'objectif d'embarquer à la fois le métier qui est concerné, mais également d'embarquer aussi toute la chaîne managériale pour convaincre de ces enjeux liés à la transfo et de ces besoins, en fait. Donc, on a vraiment un chantier qui est extrêmement visible, qui est celui de ces cas d'usage qui va aujourd'hui beaucoup m'occuper, sur lequel je vais revenir assez longuement pour vous donner des exemples concrets. Mais on a ça, on a cette infrastructure, ces cas d'usage, et puis on a aussi tout un ensemble d'actions dans la lignée des travaux qui sont évidemment menés par Stéphane, qui sont des travaux d'acculturation, de montée en compétences, d'internalisation des compétences. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de compétences, notamment de data science, sont externalisées. Donc, notamment, je parle de ceux de data science, mais je pourrais parler d'autres compétences plus techniques. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se lancer, d'avoir une trajectoire progressive d'internalisation des compétences. Donc, le projet 3D, il est véritablement assez large. Il embarque vraiment toute la dynamique technique, la dynamique des cas d'usage, où je démontre l'intérêt, je crée de la valeur sur certains métiers. Et puis, une dynamique d'acculturation. Sur ce point, la douane a également maintenant, depuis quelques semaines, un administrateur directionnel des données qui travaille avec Stéphane. Donc, vraiment, on crée vraiment tout l'écosystème autour de la donnée. Et puis, on développe un certain nombre d'outils pour répondre aux enjeux qui sont ainsi présentés. Aujourd'hui, j'ai voulu m'arrêter sur deux grands métiers de la douane pour lesquels on a considéré que la data pouvait être un accélérateur de transformation. C'est d'abord celui de l'action économique, du soutien aux entreprises qui est mené par la douane, et puis celui
de la lutte contre la fraude. Donc, je vais sans doute davantage m'attarder sur le soutien des entreprises à l'international. Je serai peut-être un peu plus, je vais être transparente, hein, un peu plus, je dirais, vague ou allusive sur la lutte contre la fraude et le ciblage pour des raisons liées à la confidentialité de nos métiers. Et ça, j'imagine que tout le monde peut tout à fait comprendre. J'essaierai quand même de donner un certain nombre d'informations et d'orientations pour vous montrer à quel point on travaille aussi sur les deux leviers. J'ai choisi ces deux grandes familles de métiers. J'aurais pu en choisir d'autres parce que le projet 3D, il s'inscrit dans cette dynamique de transformation pour lesquelles on a identifié différents axes. On a identifié, comme je le disais, l'action économique, le support à nos usagers. On a identifié la lutte contre la fraude, mais on a aussi identifié tout ce qui est travail, je dirais de back-office, entre guillemets, tout ce qui est fonction support, les fonctions budgétaires, les fonctions RH, les fonctions… Voilà. Donc, vraiment 3D, c'est une dynamique large, une dynamique avec à l'intérieur énormément de sous-catégories et surtout qui s'inscrit dans une stratégie d'embarquement des différents métiers. Alors, je vais commencer par d'abord les initiatives qui ont été menées en matière d'accompagnement des entreprises dans leur démarche à l'international. C'est sans doute un métier qui est moins connu de la douane. C'est peut-être un métier qui est moins médiatisé. On voit souvent beaucoup de choses sur les métiers de surveillance, moins sur les métiers d'accompagnement économique. En quoi consiste le métier finalement? Initialement, le métier, c'est les entreprises s'adressent à nos pôles d'action économique dans les territoires ou au niveau central. Et puis, comme nous, on pourrait le faire avec, par exemple, avec les collègues des impôts, on explique, on conseille quelles sont les démarches, quels sont les types de démarches, quelles sont les formalités. Ce qu'on souhaite faire désormais, c'est se positionner de manière plus forte, de manière plus proactive pour aller, je dirais, chercher les entreprises qu'on ne connaît pas forcément, les conseiller sur les démarches, les autorisations, les facilitations qui sont à son disposition et qu'elles ne connaissent pas, compte tenu parfois de la complexité réglementaire qui peut exister. En matière douanière, il y a une coexistence entre la réglementation européenne et la réglementation nationale. Donc, il y a cet effort de pédagogie, donc de mise à disposition des ressources. Et puis, au-delà de faire de la douane une administration qui est identifiée comme ressource dans le démarche de développement international, c'est mettre en place également, conseiller dans la mise en place des stratégies d'export. Donc, avant, je dirais, même encore aujourd'hui, que se passe-t-il? Quand les services douaniers veulent conseiller une entreprise, ils devaient se connecter à différentes applicatifs douaniers, faire celle des statistiques du dédouanement, celle des délivrances des autorisations, compiler des fichiers extrêmement lourds, les relier, essayer de les relier par rapport à leur propre ressort territorial. Finalement, l'approche première était celle plutôt une approche assez micro, non pas par territoire, mais par entreprise. C'est-à-dire, je cible une entreprise en tant que telle et j'essaye de voir ce que je peux faire avec elle et comment je peux l'accompagner au mieux. Là, avec un premier cas d'usage qu'on a développé qui s'appelle Vision douanière à 360, l'idée, c'est d'afficher toutes les données du dédouanement, donc qu'elles concernent le fret traditionnel tel qu'on peut l'imaginer par voie conteneurisée, mais également tout ce qu'on connaît en matière de fret express, qui a une importance très, très importante, qui recèle une importance aiguë avec l'e-commerce, et de faire afficher sur une carte, en fonction d'un ressort territorial qui est choisi, toutes les entreprises qui importent et qui exportent, et en même temps afficher toutes les autorisations qui sont à leur disposition. Qu'est-ce que ça nous permet d'identifier? Ça nous permet d'identifier les entreprises qu'on connaît et celles qui typiquement qui auraient besoin de facilitation. Donc, quand je parle de facilitation, ça peut être des facilitations d'ordre bancaire. Voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition pour soutenir les entreprises. Et puis celles qu'on ne connaît pas, qui sont mises à exporter, qui ont ouvert, qui ont démarré une activité et qui auraient besoin de nous pour déjà mieux connaître la réglementation et pour bénéficier de ces facilités. Alors, comment ça transforme? Pour répondre à la question qui est aujourd'hui essentielle, puisque là, je partage tout à fait sur on ne fait pas de l'IA en tant qu'objectif simple, mais c'est bien un moyen. D'abord, la première incidence, c'est d'abord décharger les services des tâches évidemment les plus répétitives, et puis d'identifier rapidement des gisements d'activités, des gisements dans un propre ressort. Donc là, la manière dont c'est envisagé, c'est que d'abord, je vois
je dirais que mes flux, je vois d'une autre manière mon territoire. Avant, je voyais sous forme d'un fichier Excel. Désormais, je vois vraiment sous forme d'une carte. Et ça, c'est une première transformation importante. Là où j'avais beaucoup de tâches répétitives, là, j'ai vraiment davantage de temps pour l'analyse. Et puis, la douane se positionne de manière plus forte dans une stratégie, je dirais, de recommandation, d'aide à la décision pour les entreprises. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a fait un important travail sur ce cas d'usage d'accostage de données avec un gros volet de data engineering, un gros volet de tableau de bord. Là, l'objectif, c'est à terme, ce qu'on imagine, c'est essayer de construire des algorithmes de recommandation sur les entreprises que je connais, que je ne connais pas, que je n'ai pas vues depuis longtemps. Et puis aussi d'essayer de travailler sur un accompagnement plus précis en matière d'exportation, plus fin, avec des lectures facilitées des accords de commerce de libre-échange, en fait, qui sont des accords qui peuvent être parfois assez denses, assez complexes, pour qu'une entreprise identifie rapidement, en fonction d'un couple produit, pays-produit, quel est le taux de droit de douane, par exemple, à l'arrivée d'un pays. Donc comme ça, au lieu d'avoir toute la lecture complète de l'accord, elle pourrait voir de manière assez rapide où elle peut exporter et à quel taux. Donc, on a ce premier grand changement. L'autre grand changement, qui est un autre cas d'usage sur lequel on a travaillé, c'est la mise à disposition automatique des données aux entreprises via les services douaniers. C'est important, le service sur lequel on travaille, ce n'est pas quelque chose qui est identifié comme étant en libre service actuellement, mais quelque chose, un nouveau service par lequel vous accédez en vous adressant aux services douaniers. Aussi étonnant que ça puisse paraître, de nombreuses entreprises en fait passent pour leurs opérations du commerce international par des représentants à douane qui sont chargés de la réalisation des formalités et n'ont pas toujours accès immédiatement à leur propre flux déclaratif. Donc l'idée, en faisant du traitement dans les bases de données du dédouanement, c'est de mettre à leur disposition leur flux déclaratif. Je dirais que ça, c'est le niveau 1 qu'on imagine tous, c'est un service assez normal. Mais l'autre point, c'est d'essayer également de faire des calculs pour calculer de manière automatique les risques qu'elles encourent à l'exportation, notamment si la marchandise ne quitte pas le territoire, elles doivent s'acquitter de la TVA et donc calculer automatiquement leur risque fiscal. Et surtout, leur mettre à disposition des données liées à des flux qu'on considère atypiques. C'est-à-dire qu'on calcule dans leur flux déclaratif un ensemble d'opérations, on identifie, on rassemble un ensemble d'opérations via des algorithmes qui peuvent constituer des flux atypiques, c'est-à-dire d'un coup, je me mets à exporter une marchandise alors que jamais je n'ai exporté ce type de marchandise ou vers tel ou tel pays. Ça permet à l'entreprise, je dirais, d'être elle-même, d'avoir des leviers internes de détection de fraude. C'est transformant parce qu'on offre ce nouveau service à ces entreprises et c'est également transformant parce qu'on aligne la douane sur des standards européens. Il y a déjà d'autres douanes qui proposent ce service. Donc on voit que là, on nivelle par le haut le rôle de la douane en matière d'action économique. Donc là, on voit que l'action économique a constitué un terrain de jeu assez à ce stade et je pense que ça va continuer de l'être, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un projet qui va durer 3 ans. Donc, un terrain de jeu important, c'est un terrain de jeu sur lequel on a aussi beaucoup de données parce qu'on a toutes les données du dédouanement, on a les données de sûreté. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu sur lequel il y a beaucoup de données. Ça, c'était pour l'action économique. Il y a un autre volet qui est là, cette fois, beaucoup plus connu, qui est celui de la lutte contre la fraude et le ciblage. Ce qu'il faut avoir en tête pour être un peu concrète, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 grandes manières pour la douane de lutter contre la fraude. Il y a une première manière qui est celle de lutter contre la fraude dans les flux déclaratifs, dont je viens de parler assez longuement. Donc là, je vais essayer d'identifier là où il y a de la fraude aux droits et taxes, par exemple, les droits de douane ou la TVA, là où il peut y avoir de la fraude en matière de protection du consommateur. Et puis, il y a un autre volet qui est celle qu'on connaît tous, qui est celle de la lutte contre les marchandises prohibées, donc typiquement les stupéfiants, les contrefaçons. Donc là, comme je disais, je ne peux pas véritablement rentrer dans le détail de ce qu'on fait. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'on utilise le patrimoine des données qui sont à notre disposition et qu'on va utiliser les algorithmes pour prévoir notamment des comportements frauduleux dans un flux déclaratif ou pas dans un flux déclaratif. En quoi c'est transformant? Aujourd'hui, on en est tout au début de la démarche. J'aurais pu dire la même chose de l'action économique. On reste évidemment très modeste. On est tout au début de la démarche. En quoi ça peut être transformant en matière de lutte contre la fraude? C'est sans doute dans cette capacité à affermir les intuitions d'experts, finalement. Aujourd'hui, on a un rôle très important de ces experts douaniers dans le ciblage,
dans les stratégies de contrôle, là, les algorithmes permettent en fait de transformer leurs intuitions véritablement en manière forte. Donc, on a ce premier volet et puis on a aussi une chaîne de contrôle qui, on l'imagine, peut se mettre à évoluer avec une intégration plus importante entre les cibleurs et la data scientist. Donc, évidemment, derrière, il y a des enjeux très importants de recrutement, mais ça, Stéphane en a parlé. Mais en tout cas, on a de nouveaux acteurs, en tout cas, dans les chaînes de contrôle qui n'étaient pas présents il y a encore quelques années. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez concrète finalement sur ce qu'on fait en matière de cas d'usage. Aujourd'hui, sont des... Merci Marie. Ouais. Oui. Oui, merci Marie. Je trouve que ça donne un très bon aperçu, je trouve, vraiment de l'action de la douane avec les données. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment formidable, hein, parce qu'on voit bien, et tu l'as dit tout à l'heure, que la douane, elle est vraiment en concurrence avec ses homologues européens, et que concrètement, si le dédouanement est plus rapide en Belgique, eh ben, le bateau va plutôt accoster à Anvers qu'à Calais. Et donc, il y a un vrai enjeu de compétition, de fluidité des marchandises, et on voit bien que la donnée peut être un vrai outil d'accélérateur. Vraiment, enfin, je trouve que c'est un très bel exemple de transformation du métier de douanier dans les toutes prochaines années. Ça marche, merci. Et un dernier point, je veux dire, je partageais totalement sur ton opinion. Peut-être que sur notre enjeu aujourd'hui, c'est de complexifier nos cas d'usage, aller vers des choses plus complexes. Mais en tout cas, notre idée principale, c'est de dire que de toutes les manières, on ne fait pas, comme ce que tu as dit véritablement, c'est qu'on ne fait pas de la data science pour la data science, mais avec un objectif de transformation. Ça, c'est certain. Bien. Alors, du coup, je vous propose de passer cette fois-ci donc à Julie. À Julienne Guyenne, qui est directrice des données au SIS. Alors, au SIS, c'est pas le chiffre, hein, aussi. Le SIS, c'est SI2SE. Et donc, je laisse Julie nous expliquer ce que c'est. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir la chance de pouvoir vous exposer notre projet. Comment dire, le projet d'un sujet qui tient à cœur de notre chef de service, c'est un projet concernant la transformation numérique du SIS. Donc voilà, en fait, tout le concept de ce projet, c'est comment mettre l'intelligence artificielle au service de l'intelligence économique pour que l'intelligence économique passe enfin à une vitesse supérieure. Alors, en fait, un mot pour restituer un peu le SIS. Qu'est-ce que c'est le SIS? SISSE. Le SIS est un service à compétence nationale, à vocation interministérielle, rattaché au directeur général des entreprises à Bercy. Notre responsabilité est de piloter la politique de sécurité économique, dit autrement, notre job est de neutraliser des menaces étrangères pour les stratégiques de la nation, grandes entreprises, start-up, labos, instituts de recherche, etc. Donc, du coup, vous pouvez constater, c'est que nous sommes tout au cœur de l'actualité économique et priorité politique du gouvernement, derrière le thème de l'Europe qui protège et de la dépense de nos pépites face aux des attaques ou des investissements étrangers qu'on juge dangereux pour le tissu économique du pays. Donc, attente immense et grande responsabilité. Nos autorités ont voulu donner un nouveau souffle à l'action de l'État, notamment après la crise de Covid, parce que beaucoup d'entreprises françaises sont maintenant un peu plus fragiles et vulnérables. Donc, l'apport le plus original est de faire le SIS une plateforme interministérielle de synthèse, de partage et de capitalisation de l'information stratégique. Donc, du coup, voilà, vous voyez ce qui est ici vraiment le cœur de notre métier, c'est-à-dire identifier les secteurs technologiques des entités relevant les intérêts économiques et industriels scientifiques de la nation, et ensuite capitaliser et partager, rassembler les informations et comment faire une synthèse, et comme exactement Marie vient vous l'expliquer, c'est aussi pour aider, de notre autorité de prendre une décision politique à la fin. Donc, du coup, au fond, on vit, quand vous avez encore regardé, c'est qu'on a vu quand une notice encore récemment, une notice
post-traumatique, on l'a dit, de plusieurs événements majeurs qui concernent les entreprises françaises, comme le rachat aussi d'un fleuron industriel français que je n'ai pas envie de citer le nom, ou la déstabilisation d'un grand groupe par un investisseur agressif, ou l'arrestation éclair d'un dirigeant d'un grand groupe de CAC 40, qui se sont produits ces dernières années avec un effet de surprise collectif et un sentiment d'échec de nos capacités d'anticiper et de prévenir plutôt qu'à constater et sauver les meubles. Bon, désolée, j'ai utilisé les mots un peu, comment dire, un peu simples. Voilà, pour éviter que ces scénarios se répètent, nos services doivent donc relever 4 défis opérationnels. Le premier, mieux connecter l'information stratégique à l'action. Deuxième, passer d'un mode essentiel réactif à plus d'anticipation et de proactivité. On est plus efficace avec un bon tempo. Et troisième, transformer en profondeur l'organisation du travail au sein de services et avec d'autres acteurs de l'État dans le sens d'une plus grande transversalité, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes quand on parle d'information sensible, parce que c'est très compliqué quand même comment on peut transmettre une info à nos services sans vraiment dévoiler, comment dire, secret, par exemple, secret d'affaires, ou concerne vraiment des grandes entreprises, ou pouvoir parfois une personne physique, les dirigeants d'entreprise. Et quatrièmement, opérer un vrai saut des chaînes technologiques dans nos outils de collecte et de traitement de l'information stratégique, pas seulement pour nous, mais aussi, surtout, et dans l'ensemble des ministères qui comptent sur nous comme centre de ressources. Donc, du coup, on a vraiment travaillé en lien avec Stéphane et à plusieurs collègues. Et curieusement, c'est que le site a utilisé vraiment les données de la douane, mais aussi peut-être par la suite, Elodie va vous expliquer aussi un projet qui concerne signaux faibles. On est aussi utilisateur. Donc du coup, voilà, pour tout ça, on a un projet du service qui s'appelle Sécurité économique augmenter. Pourquoi? Parce que c'est ce projet-là qui permet d'identifier, analyser, partager les informations stratégiques de la nation. On est vraiment servi à la compétence nationale. Ce projet-là, c'est une vocation interministérielle. Il est basé sur 3 piliers. Premièrement, c'est une architecture sécurisée hybride. La deuxième chose, c'est plateforme interministérielle d'intelligence économique. Et troisième, signaux intelligents, utiliser l'intelligence artificielle au service de l'intelligence économique. Je prends l'exemple architecte sécurisé hybride. Grâce à Stéphane, le CDO du Bercy, on a réussi à accéder aussi au cloud de la DGFiP et on va utiliser et mettre notre serveur interne à la OSNI, à la douane. Donc, vous voyez que on est un petit service. On a réussi grâce à l'action transversale de Stéphane, qui est en lien avec à la fois DGFiP, à la fois avec la douane, pour pouvoir vraiment créer nos propres architectures sécurisées hybrides. Et sur cette architecture-là, notre ambition, c'est vraiment de créer une plateforme interministérielle d'intelligence économique où on peut tout à fait, où les personnes, les agents de l'administration centrale, non seulement à Bercy, mais aussi à d'autres ministères, et aussi notre délégué territorial, des délégués territoriaux qui puissent accéder aux informations et plus loin, on souhaite aussi les grandes entreprises françaises qui, dans le secteur stratégique, puissent aussi accéder à cette plateforme pour partager l'information. En ce moment, cette plateforme n'existe pas encore. On est le début de ce produit, mais on voit déjà les résultats très concrets et encourageants. Et enfin, le troisième pilier de nos activités, c'est vraiment signaux intelligents. Et je veux vraiment remercier quand même Stéphane et d'autres personnes à Bercy qui nous permet de commencer par un projet qui travaille directement avec la DINUM. On a gagné un appel à projet AMI IA, AMI Intelligence Artificielle. Donc, du coup, on va utiliser l'intelligence artificielle concrètement, vraiment, les traitements de NLP, comme Marie vient d'expliquer, Natural Language Processing, pour pouvoir vraiment injecter
les informations dans notre plateforme. Donc, du coup, enfin, je juste rends un exemple assez simple. Le dernier sujet, le dernier projet, on est en train de travailler avec la DUMNIM. Donc, du coup, ici, c'est vraiment un moteur de recherche qu'on va créer. C'est le premier brique de nos plateformes où on va injecter les sources ouvertes, les bases de données comme Orbis, Reuters à notre disposition, les données métiers de Bercy, à la fois de la DGE, mais aussi d'autres directions comme la DGFIP, comme la douane, ouvert qu'on peut récupérer. Et enfin, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans nos services, parce qu'on est un service d'intelligence économique. Donc, du coup, on pourrait accéder à des données très sensibles qui est de nos services spécialisés pour pouvoir utiliser le text mining, le NMP, pour pouvoir alimenter notre moteur de recherche. Voilà, ce projet-là est en cours. On espère qu'il va finir en fin janvier. Et voilà, si vous avez d'autres questions, je serai content de vous répondre à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Julie. Vraiment, alors désolé, hein, on est obligé un petit peu de se presser. Donc, sans transition, je vous propose que Elodie Kezel, qui va nous rejoindre certainement là, puisse nous présenter le projet Signaux Faibles. C'est donc une intrapreneuse du ministère et qui porte haut les couleurs de Signaux Faibles et qui donne un bel exemple également de l'usage des données. Élodie, à toi, tu peux nous expliquer ce que c'est que Signaux Faibles? Tout à fait. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, vous me dites si ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus synthétique et de vous montrer un cas concret que nous avons fait depuis la Bourgogne-Franche-Comté, un territoire qui a expérimenté un croisement de données avec une méthode d'intelligence artificielle appliquée à l'action de détection précoce de difficultés d'entreprise et d'accompagnement de ces entreprises-là jugées en difficulté. Donc, par contre, je ne sais pas comment je change les slides. J'imagine Stéphane qui a la main. C'est ça. Donc, le défi qu'on souhaitait collectivement accompagner et qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est d'anticiper les 60 000 TPE-PME en situation de défaillance chaque année, avec l'intuition, expertise métier aussi, visible sur le terrain, que lorsqu'on intervient en amont de difficultés avérées, on peut mobiliser davantage d'outils, une multitude d'actions publiques ou privées à même d'aider l'entreprise en difficulté. L'intuition qu'on avait sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, sous le parrainage, ou marrainage en l'occurrence, de la commissaire à la prévention et aux restructurations des difficultés d'entreprise, était de deux ordres. Le premier, on pouvait habilement utiliser de la donnée à disposition au sein des services de l'État, le ministère de l'économie en région, croiser ces données par des méthodes statistiques augmentées. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est des méthodes statistiques simplement un peu plus évoluées que ce qu'on a l'habitude de faire. Et la deuxième intuition, on pouvait innover depuis les services de l'État en région, depuis au contact des entreprises en difficulté et même en permanence en dialogue avec eux. C'est parce qu'on cherchait à détecter certains signaux qu'on a utilisé de la donnée pour détecter ces signaux-là. L'événement qu'on cherchait à prédire était la défaillance au sens large, c'est-à-dire l'entrée en procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire, ou une dette URSSAF de plus de 3 mois consécutifs. Donc l'expertise métier du terrain nous faisait dire que lorsqu'on arrive dans cette situation-là, on est dans les signaux forts, on est dans le dur, il est trop tard, l'État ne peut probablement plus rien faire, et on veut anticiper cette situation 18 mois avant celle-ci. Donc pour ça, on a commencé tout petit. C'est là le message que je veux faire passer. C'est la slide suivante. On a commencé tout petit et il y a relativement longtemps, en croisant des données entre l'URSSAF et la directe. On a fait tout simplement une méthode par seuil, une méthode experte. Et à partir de tel montant de dette URSSAF, on pense que c'est alarmant sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. En plus, cumulé à une activité partielle. Voilà, on faisait des commandes expertes dans des croisés de données, très simplement. En 2016-2017, on s'est dit que on avait réussi à accompagner en avance de phase une quinzaine, vingtaine d'entreprises et qu'on pouvait peut-être appliquer des méthodes statistiques un peu plus complexes. Et on a tâché, en augmentant un petit peu le volume de données qu'on utilisait aussi en travaillant avec la Franche-Comté, de appliquer une méthode algorithmique prédictive. Ça nous a permis d'accompagner une vingtaine d'entreprises qu'on n'avait pas par les radars, disons, les veilles humaines,
Et fort de ce constat, on a fait appel à 2 entrepreneurs d'intérêt général. On n'a pas fait appel à des compétences en data science à l'externe, on les a internalisées directement en disant on a un défi à relever, celui d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser et valoriser la donnée qu'on a sur les entreprises à des fins d'accompagnement d'entreprises en difficulté. Et pour ça, on a besoin d'un data scientist, d'un développeur, et on a besoin qu'ils soient sur le terrain et qu'ils fassent eux-mêmes de la visite régulièrement. Donc, à partir de 2018, avec l'arrivée de ces 2 personnes, je rejoins l'équipe à ce moment-là, on a commencé à structurer le dispositif en faisant des croisements de données via notre algorithme, qui est un algorithme désormais machine learning, et en accompagnant régulièrement des entreprises, donc par un système itératif. On se disait, cette entreprise-là, on l'a détectée, mais finalement, on ne peut pas lui apporter de service. Elle n'est peut-être pas dans la cible du ministère de l'économie. On réajuste l'algorithme, etc. Donc, par une boucle itérative, ainsi, on a souhaité à ce moment-là renforcer ou questionner la pertinence de notre modèle en accroissant le volume de données et en travaillant avec d'autres régions qui avaient des profils industriels assez proches de celui de la Bourgogne-Franche-Comté. Finalement, ça allait très vite. Au fur et à mesure que nous sommes sortis du bois, que nous avions montré l'expérimentation réalisée sur le territoire, nous avons signé une convention de partenariat national nous permettant un échange de données au niveau national et un accroissement de volume très conséquent, volume de données traitées très conséquent. Donc, à partir d'avril 2019, on a signé un partenariat avec tous les acteurs qui, en région, nous fournissaient des données, qui vont les fournir au niveau national désormais, à savoir le ministère de l'économie, par la Direction générale des entreprises, auquel j'appartiens, le ministère du Travail, la Banque de France, la COS, ainsi que la DINUM, qui vient en support aux startups d'État. Voilà. J'ai laissé sur cette slide un blanc en dessous, en dessous de l'encadré, avec toujours cette perspective, se dire, en 2019, on faisait du machine learning, on apprenait sur des échantillons de données passées, des profils statistiques d'entreprises entrés en défaillance. Aujourd'hui, la crise, pour nous pousse à revoir probablement le modèle, le rendre plus expert et rajouter de l'expertise qu'on avait au début du projet. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours proportionné les données utilisées et le modèle statistique utilisé à nos fins. Donc, sur le territoire de Bourgogne, petit, on avait un algorithme, on s'est accru en termes de volume, on a utilisé un autre algorithme, et on pense aujourd'hui, voilà, peut-être mettre ça un petit peu de côté, en refaire un autre qui retrouve la pertinence au vu de la crise. Toujours cette agilité et cette orientation du projet vers l'impact et vers l'utilité pour les utilisateurs, et pas forcément une trajectoire définie très à l'avance. Et on est agile dans la manière de nous adapter aux situations économiques, on n'a pas le choix. Les données que nous utilisons sont diverses et sont complémentaires. Et là, de la même manière, je tiens à dire qu'on tâche d'être proportionné. On n'a pas vocation, signe faible en tout cas, à agglomérer toutes les données sur les entreprises, à utiliser tout ce qui existe dans l'administration. On a préféré commencer avec ce qui est à notre portée et qui nous paraissait être des signaux utiles pour l'action publique. Donc, on a commencé avec les données financières qu'on avait à disposition, qui nous donnaient des tendances de long terme sur la situation de l'entreprise, des données de l'emploi qui nous permettent d'identifier des données d'emploi, donc notamment activité partielle et les évolutions des effectifs, qui nous donnent des bonnes indications des évolutions ponctuelles ou conjoncturelles de l'activité, et des données sur les cotisations sociales qui sont des signaux avant-coureurs de tension de trésorerie. Tous ces données nous servaient à faire un faisceau d'indices et à dessiner un profil statistique d'entreprise fragile. Alors, j'ai mis un encadré pointillé. On utilisait à l'époque et toujours l'apprentissage automatique avec une famille d'algorithmes basés sur des arbres de décision, quelque chose d'assez boîte noire. Et la cible, c'était l'entrée en défaillance ou un défaut de paiement. Aujourd'hui, on se pose la question d'utiliser un algorithme beaucoup plus transparent, beaucoup plus expert. On va pouvoir expliquer les détections et surtout, on va pouvoir ajouter plus facilement de la donnée, ajouter plus facilement des commandes expertes et par exemple dire tel secteur d'activité est aujourd'hui en difficulté en raison du Covid et toi, algorithme, il faut que tu prennes ça en compte. Et on passe des commandes plus expertes en restant en permanence en veille sur la situation économique actuelle. Je pense que je peux encore parler beaucoup et longuement, mais peut-être je vais
aller directement vers la création d'un service à travers la data, la création d'une application qui nous permet de distribuer ces listes de détection à des agents habilités à en connaître et qui nous permet d'agir en avance de phase, ce qui était un petit peu nouveau dans l'action du ministère de l'économie et notamment des agents en charge des entreprises en difficulté, qui étaient souvent considérés comme des pompiers et pas comme des médecins en prévention. On passe avec ce faible et avec une utilisation intelligente de la donnée, de permettre aux agents publics d'intervenir le plus en amont possible et de manière coordonnée, puisque grâce à notre application aussi, l'information circule entre différents agents, comme je vous l'ai dit, Banque de France, URSSAF, ministère du Travail et ministère de l'Économie. Voilà un petit aperçu de ce que nous avons livré. Et en conclusion, les défis sont certes d'accéder à la donnée au sein des différentes directions et de l'utiliser habilement pour transformer l'action publique, mais c'est avant tout en fait, de définir les besoins métiers, de définir les spécificités qu'on cherche à détecter et de produire un service qui a de la valeur pour dans le quotidien des utilisateurs. C'est au-delà finalement de l'accès aux données, de l'hébergement, de la sécurisation de nos services, l'usage du service en tant que tel et l'impact social qu'on va créer avec, qui est l'enjeu et qui est tout le nerf de la guerre. Donc ça implique un accompagnement aussi au changement, un accompagnement à des transformations de la manière dont on accompagne les entreprises. Voilà pour moi. C'était plus synthétique possible. Merci. C'était très bien, Élodie. C'était très synthétique. Merci encore à Marie, à Julie et à Élodie pour cette présentation. On va prendre quelques questions, j'imagine. Yoël, on a encore quelques minutes, c'est bon? Oui, effectivement, on pourrait prendre 4 ou 5 minutes pour répondre aux questions. Alors j'en vois une sur une question de Thibaut sur est-ce qu'un fraudeur à la réglementation douanière a des très fortes chances d'être fraudeur aussi aux impôts? Quelle synergie finalement pour arriver à avoir un outil de ciblage commun douane DGFIP au lieu de développer chacun son outil dans son coin? Alors, moi, je vais faire ma réponse telle que je le perçois du côté secrétariat général et puis je laisserai peut-être Marie réagir. Oui, effectivement. Alors, je suis pas spécialiste de la fraude. Alors, je sais pas si des entreprises qui fraudent sont des fraudeurs douaniers. Est-ce qu'ils fraudent également aux impôts? En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour développer des modèles de détection de fraude, au moins pour ceux qui fraudent pour la douane et au moins pour ceux qui fraudent les impôts, c'est assez intéressant déjà de développer ces outils-là. Après, effectivement, il y a un vrai sujet de comment je peux essayer de connecter ces sujets. Et ça, c'est pour moi, on est dans une trajectoire. Il faut d'abord déjà bien comprendre comment marchent les modèles, comment on peut les utiliser pour détecter les fraudes, et ensuite, effectivement, de progresser tous ensemble et aller vers un point unique, entre guillemets, une cible unique. En revanche, il y a des étapes et tout ne va pas se faire en une seule fois. Je ne sais pas si Marie est toujours là. Moi, je peux apporter une réponse parce que en fait, j'ai participé à une présentation de la DGFIP sur les fraudes. Donc, du coup, c'est un sujet assez complexe parce que le fraudeur, ça dépend aussi de type de taxe, de type d'impôt. Et en fait, on peut pas faire manuellement. On va utiliser algorithme, comment dire, intelligence artificielle pour utiliser les données. Et donc, certes, le croisement des données de douane, croisement des GFIP, ça sera fait un jour un point divergent, mais c'est pas simple pour le faire parce qu'en fait, quand vous avez algorithme, je parle d'un point de vue technicien, il faut quand même cleaner, faire data mining, comment dire, nettoyage de données, et ce n'est pas évident comment déjà au sein de la DGFIP de converger à un data lake, même chez moi, ça sera pareil. Déjà, parce que pour le traitement des données, quand on voudrait trop une performance dans un algorithme, on peut perdre aussi la précision. Donc, du coup, il y a un trade-off à faire avec l'algorithme. Donc, du coup, c'est une question très intéressante, mais c'est difficile à répondre parce qu'il faut qu'on voit concrètement des données,
disponible pour pouvoir travailler, parce que nous, on est techniciens, on peut pas, enfin, c'est difficile d'avoir un concept, il faut concrètement qu'est-ce qu'on fait avec les données existantes, et voilà, c'est comme ça. Marie est revenue. Marie? Oui, en fait, c'est une question très intéressante. Je partage, c'est véritablement une trajectoire sur laquelle il faut réfléchir. Il y a des difficultés liées aux données, aux adhérences entre les données. Et je dirais aussi qu'en fait, partir du postulat qu'un fraudeur à la réglementation douanière est également un fraudeur aux impôts, ça peut être vrai, mais c'est aussi pas forcément toujours le cas. Donc, il y a toute une partie de l'activité douanière qui est complètement différente de celle de la DGFiP. Je pense notamment voilà, à tout un tas de secteurs aux stupéfiants, en contrefaçon. Enfin, c'est pas si évident en fait. Donc après qu'il y ait un besoin de mutualiser pour une saine gestion, je pense que ça on peut tous être d'accord sur l'objectif. Mais qu'effectivement c'est déjà une trajectoire et c'est sans doute un peu compliqué aussi pour des raisons d'accessibilité respective aux données RGPD notamment. Merci Marie. Je vois qu'on a une question aussi d'Anis pour Elodie sur est-ce qu'on est capable aujourd'hui déjà de mesurer l'impact de la démarche signaux faibles sur les entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, dit autrement, combien d'entreprises de la Franche-Comté de la Bourgogne-Franche-Comté ont été aidées ou ont pu être diagnostiquées et bénéficier peut-être d'aide du ministère pour éviter de fermer, tout simplement. Ouais. Alors, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, et toujours aujourd'hui, c'est des choses que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est super, vous me permettez de le préciser, nous ne traitons que les données d'entreprises de plus de 10 salariés. En dessous, on avait trop de trous dans les données et on a fait aussi le choix de pouvoir traiter sur quoi on a des moyens d'agir. On avait assez peu finalement sur les petites entreprises. Le ministère de l'économie cible davantage les entreprises qui ont l'emploi et qui ont une compétence industrielle qui, si elle est délocalisée, ne va pas se recréer, disons, assez naturellement en France. C'est notre cœur de cible. Donc, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, un territoire assez sinistré au niveau industriel, on a fait un ciblage, on a regardé les entreprises de plus de 10 salariés que nous ne connaissions pas, plutôt dans le secteur industriel, et avec essentiellement de l'emploi. Bien sûr, on ne peut pas aller voir toutes les entreprises. On fait naturellement un ciblage, et l'algorithme il est là pour nous aider à le faire. On a dès lors accompagné, détecté une 50aine d'entreprises qu'on jugeait pouvoir accompagner. Et dans 82% des cas, on a pu apporter un service et on a pu les suivre dans le temps. Donc, ce qui était petit, c'est un petit territoire, la Bourgogne-Franche-Comté, a été évalué comme un afflux de dossiers lors de 20% supplémentaires par rapport à ce que le commissaire à la prévention et aux restructurations d'entreprises avait l'habitude de traiter. Il a dans son portefeuille entre 50 et 100 entreprises en permanence qu'il accompagne. Alors, il les accompagne de manière poussée pour une dizaine d'entre elles. Et donc, avec signaux faibles, on lui en a apporté 20% en plus, qui étaient moins complexes que les 10-15 dossiers qu'il gère en général sur le feu et très complexes à gérer. Donc, ces 20%-là étaient plus faciles à apporter. Donc, quand on est passé à l'échelle, on a accru le volume de données traitées, on a distribué des listes avec une application sécurisée dans tous les territoires. Malheureusement, et c'est là où je tiens à le dire aussi, c'est important d'avoir des retours d'expérience, on a un petit peu perdu le contact avec l'utilisateur. On a passé beaucoup de temps dans l'équipe produit à répondre aux exigences de sécurité, à construire une interface permettant de distribuer les listes. On a un petit peu perdu le lien avec les personnes qui utilisent ces listes dans leur quotidien. Tout l'enjeu de début 2020 était de mesurer cet impact-là. Et malheureusement, la crise a mis tous les agents de l'État au bord du tsunami, au bord du gouffre. Et plus du tout le sujet d'être à accompagner les entreprises qui commençaient à avoir des signaux. Il s'agit aujourd'hui d'aider celles qui avaient le plus de difficultés, le plus d'emplois. Et donc, on réajuste aussi faible pour leur rendre ce service-là, de distinguer le bon gré du vrai, de distinguer ce qui est plus prioritaire, ce qui est prioritaire à 3-4 mois, ce qui est prioritaire à 18 mois. Donc, on change aussi un peu notre modèle pour pouvoir répondre à ce besoin. Merci Elodie. Il y a une question complémentaire de Mamadou qui se demande pourquoi le choix de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est parce que l'intrapreneuse, celle qui a souhaité mener ces croisements de données, était en poste en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, elle était commissaire à la prévention et aux restructurations des difficultés d'entreprise en Bourgogne, et que la relation entre le service de l'économie sur la région Bourgogne-Franche-Comté était très bonne avec l'URSSAF, ce qui a permis des croisements de données à l'origine de manière relativement artisanale sur des machines locales,
rejoint par la Banque de France avec un préfet favorable à l'expérimentation sur ce territoire-là. Et puis aussi parce que ce territoire-là était relativement sinistré industriellement, et que la CRP, il faut dire ce qu'il est, on en avait marre d'être sollicité à la dernière minute, à un moment où l'État ne pouvait plus rien, et se contenter finalement de choisir plus ou moins un bon mandataire ou un bon avocat pour défendre le dossier au tribunal de commerce. Alors qu'on a beaucoup de dispositifs qui pourraient être mobilisés en avant de phase. Voilà. Et je rajouterai peut-être un petit point, c'est vrai qu'au secrétariat général, mais je crois que c'est un sentiment partagé par toutes et tous, c'est que c'est ce nouveau mode de travail, c'est-à-dire en mode start-up, avec une nouvelle manière de produire des services numériques pour les entreprises, pour les citoyens, il est essentiel de pouvoir les mener directement sur les territoires. C'est au contact du métier, sur le terrain, qu'on peut vérifier qu'un nouveau service fonctionne et qu'il est pertinent. Si on ne le fait pas dans les territoires, en fait, on se coupe finalement des vrais utilisateurs, des vrais bénéficiaires, et au final, on n'atteint pas l'objectif qu'on souhaite avoir. Donc, c'est presque une condition nécessaire d'être dans un territoire. En fait, notre délégué territorial. Je rajouterais aussi que ça apporte beaucoup d'avoir un développeur, un data scientist au sein même des équipes métiers, en plus d'être sur les territoires, qui eux-mêmes accompagnent les personnes qui font la visite d'entreprise, qui vont accompagner les entreprises. Ils les accompagnent, ils font l'expérience du service qu'ils proposent. Ça aide beaucoup le développeur et le data scientist à travailler en conscience sur le métier et au sein des personnes qui travaillent sur ce métier-là. C'est une grande force. Non, c'est juste pour dire que notre délégué territorial, nous sommes des premiers et vraiment des premiers qui apprécient énormément les outils signaux faibles que mène Elodie, et c'est pour ça que je te remercie vraiment de pouvoir déployer cet outil maintenant au niveau national. On est ravis de pouvoir, utiliser, et si tu as besoin des retours, n'hésitez pas de me contacter. Okay. Bon, je crois qu'on a un petit peu débordé. On va se faire tirer les oreilles par Yoël. Merci encore à toutes et à tous. Peut-être juste un petit point, parce que je vois une question de Mohamed. Je pense que globalement, en guise de conclusion, la donnée, elle est partout, elle est utile à tous les ministères. Alors tous les ministères, toute l'action publique et certainement au-delà. Donc, je ferais plutôt un raisonnement de pas l'absurde, c'était plutôt dire où la donnée ne serait pas utile. Et là, je pense que on devrait trouver un espace vide, on va dire. Donc, encore une fois, je suis très convaincu que pour mener les bonnes actions publiques, la donnée est essentielle et peut être un vrai levier. Hein, on l'a vu pendant la crise, on l'a vu sur la santé, on l'a vu sur l'éducation, hein, sur avec les enseignants, avec les cours en ligne. Donc, encore une fois, je pense que c'est un élément central de notre action. Merci Yoël pour cette gentille invitation. J'espère qu'on a relevé le défi que vous nous aviez posé, et je souhaite remercier tous les participants de leur écoute, de leurs questions, et évidemment on se tient si besoin à leur disposition pour compléter les échanges au-delà de ce webinaire à Bercy ou ailleurs. Merci à tous, et puis bon après-midi. Effectivement, bravo tout le monde, bravo Stéphane, et puis merci également à Marie, Julie, Elodie. C'était franchement hyper intéressant comme intervention. Vous étiez quand même plus de 100 personnes à vous être connectées, donc vous avez largement relevé ce défi avec succès. Et puis je vous dis à très bientôt, l'après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.